Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Votre émission, le jury du dimanche iRadio ITV, reçoit M. Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime, maire de Dakar Plateau et membre du bureau politique du Parti socialiste. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Mamoudou Ibra Kane. Pourra-t-on continuer à manger notre thieboudienne? Inch'Allah, il n'y a aucune raison. Ce plan national dont nous raffolons et que le monde entier nous envie, ironie de l'histoire, c'est au moment où le Sénégal a introduit un dossier pour l'inscription de son fameux riz au poisson dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO que le débat sur la préservation de nos ressources halieutiques fait rage. Le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal, GAIPES, et l'ONG Greenpeace n'arrêtent pas justement d'enrager depuis quelque temps contre le département dont vous êtes en charge. Monsieur le ministre, une affaire dite Fuyuan Yu, du nom de 7 navires chinois, est agitée depuis quelque temps par les acteurs de la pêche que sont le GAIPES soutenu par l'ONG Greenpeace. Selon l'acte d'accusation, ces navires ont la particularité de pêcher en quantité industrielle énorme et exporteraient le poisson sous le label Sénégal alors qu'ils sont bel et bien chinois. Dans quelles conditions ces bateaux sont autorisés dans les eaux sénégalaises? Merci Mamoudou déjà pour l'invitation et de nous permettre de nous adresser à nos concitoyens d'ici et d'ailleurs, et au besoin d'échanger avec vous sur certaines questions qui intéressent nos populations. Remettre à l'endroit peut-être ce débat-là, parce que c'est un débat qui date maintenant de plusieurs mois et qui ne porte pas sur un type de navire particulier, mais qui est parti d'une accusation ouverte, faite par lettre ouverte, adressée à tous les organes de presse, et qui donc m'accusait à l'époque d'avoir attribué 56 licences à des Chinois. Absolument. Donc c'est ça le vrai débat. Il ne faudrait pas qu'on le ramène aujourd'hui à une compagnie ou à une société. Mais elle est citée quand même. Oui, je vais en venir. Si vous vous souvenez, à l'époque, dans le jour même, j'ai dû quand même rétablir la vérité. La vérité était de dire que cela était archi faux, de dire que j'avais attribué 56 licences à des Chinois. C'est parti de là. Dans le développement, on est venu nous sortir dans la presse une publication d'une licence Fuyuan Yu en disant le ministre conteste, mais voici quand même une preuve qu'il aurait au moins signé le 27 avril cette licence-là. Nos confrères de Libération ont publié un facsimilé. Ça, c'est par la suite. Oui. C'est par la suite. Oui. Vous savez, il y a un de vos confrères avec qui que j'ai dû quand même amener devant les tribunaux. Parce que quand on affirme des choses et qu'on insiste pour porter atteinte à l'honorabilité des gens, ça pose problème. Parce que je me demande derrière, qu'est-ce qui se cache et qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce la vérité ou c'est un automobile? Alors, on avait donc sorti cet exemple en disant, voilà un exemple que le ministre aurait attribué. Nous avons fait un communiqué pour démontrer que cette licence, vous savez, quand vous prenez l'exemple d'une licence, vous n'avez même pas la société, la licence est attachée à un navire. Nous avons démontré qu'il s'agissait d'une société sénégalaise connue, qui s'appelle FT2, installée au Môle 10, ça fait belle lurette, que tout le monde connaît, qui était en tout cas détentrice de cette licence-là, et ça ne s'adressait pas à des Chinois. Nous avions démontré que cette société avait déjà eu ses promesse de licence déjà en 2017, renouvelée 2018, donc confirmation, reconfirmée en 2019, et ça c'est les péripéties que rencontrent les armateurs quand ils veulent justement avoir des licences concernant des bateaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail concernant cette société, je m'excuse auprès d'ailleurs de ses dirigeants de les citer, mais c'est parce qu'on a donné cet exemple-là. Votre confrère, que vous avez cité tout à l'heure, a plutôt dit que nous avons fait une nationalisation fast-track de ces navires. Oui, si vous permettez, je vais rappeler ce qu'ont écrit nos confrères de Libération, qui ont publié un facsimilé d'une lettre dans laquelle vous marquez votre accord pour la sénégalisation des navires chinois en question. Le journal relève que
La procédure a été bouclée en un temps record entre le 27 mars et le 17 avril 2020. En plus, le Fu Yuanyu en question aurait gardé sa nationalité chinoise jusqu'au 10 septembre. Que répondez-vous? Alors, nous avons fait un communiqué, Mamoudou. Là, vous lisez ce que disent vos confrères, il faudrait aussi lire ce que nous avons mis dans notre communiqué. Oui. On a l'occasion de vous avoir aujourd'hui. Oui, mais nous avons fait un communiqué qui retrace l'historique de cela, qui montre que justement, par exemple, cet exemple-là, c'est aberrant de dire que ça a été fait en quelques jours. Ça a été fait depuis 2018-2019. C'est parce que c'est tout un processus pour la nationalisation. Je vous prends ici, il y a 8 étapes pour la nationalisation de navire. 8. La première, c'est un peu les conditions requises. Il faut les remplir. Ça va être long peut-être si je vous lis ça. Oui. Et c'est rattaché à des articles de loi. C'est encadré par les textes sénégalais. La deuxième, c'est toutes les formalités administratives à ça, qui sont obligatoires, que les gens doivent faire. Jusqu'à ce qu'on puisse aujourd'hui avoir cette fameuse promesse de licence, mais avant ça même que les gens de l'ANAM, qui est l'autorité maritime au Sénégal, puissent aller contrôler ces navires. Sur ce cas d'exemple, on a jusqu'au billet d'avion des agents de l'ANAM qui sont allés à l'étranger, dans un premier temps sur une flotte que la société avait, en tout cas sur laquelle elle avait mis son dévolu. Cette visite technique s'est révélée non concluante. Ensuite, la dernière visite concernant ces navires a été faite au Mozambique. Donc tout ça n'a pas pu se faire en 2 jours. Maintenant, la finalisation d'une procédure, c'est que quand le ministre est saisi, moi, peut-être qu'il ne faudrait pas me reprocher d'essayer d'être fast-track. Quand je suis saisi avec un dossier totalement bouclé et complet, je l'adresse au service, ils font le travail. Est-ce que c'est en accord avec l'ANAM, justement? Est-ce que vous n'avez pas contourné l'ANAM? Non, je vous donne un exemple, monsieur. Oui. Voilà les actes de nationalisation de toute la flotte que certains me demandent de publier. Elle est là. Vous êtes journaliste, je peux vous permettre de regarder. Vous ne verrez pas ma signature dans ces actes de nationalisation parce que c'est l'autorité, justement, qui le fait. Et même l'acte... Qui l'autorité? L'ANAM. L'ANAM, d'accord. Qui est l'autorité maritime du Sénégal. L'autorisation a été accordée par l'ANAM. Non, vous le voyez, parce que forcément, le ministre, c'est sur sa saisine. Si je suis d'accord, ils font les procédures. Mais toutes ces procédures dont je vous dis ici, qui sont sur 8 étapes, il serait long peut-être de vous les lire, mais je peux le faire. Aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on dise que ces 8 étapes sur ce dossier précis n'ont pas été respectées, ce n'est pas le cas. Et nous pouvons encore, au besoin, publier jusqu'aux billets d'avion, jusqu'aux acteurs qui ont fait les déplacements, d'abord en Chine, pour se rendre compte que la première flotte n'était pas conforme à nos exigences, ensuite au Mozambique, avant d'avoir cet acte de nationalisation. Ça, c'est l'acte. L'ANAM donne un acte provisoire de 6 mois, d'une validité de 6 mois. Oui. Mamoudou, ce qu'il faut savoir, c'est que pour radier, un navire ne peut pas fonctionner sans pavillon. Donc généralement, c'est sur la base de cet acte de nationalité provisoire que les gens font leur procédure de radiation. Alors, notez bien que vous ne pouvez pas avoir certains actes sans avoir le certificat de classification, le certificat de jauge, le contrat de vente enregistré, la mise en consommation en douane au Sénégal, le certificat de radiation du pavillon d'origine. Ce n'est qu'avec ces documents que vous allez avoir la nationalisation définitive. Donc à un moment donné, je me demande quels sont les mobiles. Parce qu'en réalité, quand vous écoutez et vous lisez, vous savez très bien qu'on n'est pas en train de me reprocher personnellement des choses. Mais à la rigueur, on est en train d'essayer de jouer sur les amalgames pour mettre dans la tête de... Vous avez fait tout à l'heure le lien avec les Tchéboudiennes, pour mettre dans la tête des Sénégalais qu'il y aurait quelque chose alors qu'il n'y en ait rien. La curiosité qui a été relevée, c'est que ce Fu Yuanyu là dont il est question, c'est 7 navires avec leur immatriculation. Pourquoi les 7? Ce n'est pas seulement un navire, c'est plusieurs navires. Mais en un temps record. Alors je m'amuse toujours, monsieur. Je vous donne là un exemple. Oui. Parce que c'est un tiers qui m'a saisi en me disant je peux apporter un démenti cinglant à l'affirmation du Greenpeace, si vous m'en donnez l'autorisation. Mamoudou, moi je ne suis pas dans ça, je n'ai même pas répondu à ce tiers, mais il se reconnaîtra. Ce tiers faisait partie de ceux qui avaient demandé des licences. Voici la lettre que j'ai signée de refus d'accorder ces licences. Ce tiers aujourd'hui
Voilà des licences qu'il a au niveau de la Guinée-Bissau qui portent sur des Fuyaniu. C'est une grosse flotte. Il ne faut pas qu'on joue sur les amalgames. Oui, une grosse flotte, donc avec plusieurs navires. Pourquoi au Sénégal cela se justifie ou se justifierait? Ça ne se justifie pas, monsieur Mamoudou Kane. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai donné là l'ensemble de la flotte. Vous en prenez n'importe laquelle. On va jouer comme on dit, comment ils appellent ça, ceux qui font dans la divination là. Vous en prenez n'importe lequel. Oui. Je vous prouve qu'il est d'origine étrangère. Pourquoi une stigmatisation? Vous en prenez n'importe lequel là, Mamadou, je vous prouve qu'il est d'origine étrangère avant d'être nationalisé, parce qu'on n'en construit pas. N'importe lequel alors, puisque vous ne le faites pas, moi je vous en... Oui, allez-y. Peut-être que vous vous retrouverez mieux dans vos papiers. Oui, voilà. Allez-y. Oui. Non, ce n'est pas dans mes papiers. On prend au pif. Oui. Vous en prenez n'importe lequel. Okay. Moi, prenons celui-là. Bon, je vois un qui est barré. Bon, voilà. Prenons celui-là. Ben voilà, construit aux USA. Oui. D'accord? Donc, importé, ça vient de Corée. Ces navires-là. Et ça appartient généralement à ceux qui sont en train de hurler. Et c'est les navires généralement de même capacité. Ça appartient à des Sénégalais? Mais tous les navires qui ont des licences aujourd'hui, notre loi dit qu'il faut qu'ils appartiennent, en tout cas la société, appartiennent au minimum à 51% des Sénégalais. Et c'est le cas, cela est respecté. Mais écoutez, si nous ne respectons pas la loi, mais qu'on nous amène devant les tribunaux, c'est pas compliqué. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de rechercher? Voilà un secteur vital pour l'économie du Sénégal. Voilà un secteur qui mobilise beaucoup de notre population. Voilà un secteur que nous devons développer, qui peut être porteur de cette économie-là. Et on voudrait nous inscrire pendant des mois dans un débat stérile. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, Mamadou? Moi, j'arrive dans un département. Les gens ont une demande, certaines qui dataient de plus d'1 an. J'interpelle mes directions. Qu'est-ce qui vous empêche de traiter les demandes et de répondre à ces Sénégalais qui ont droit à une réponse de l'administration? On me dit que c'est du fait de la pandémie. Je dis c'est peut-être justifiable, mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous, gouvernement, nous continuons à faire notre mission. Nous travaillons même en conseil des ministres par visioconférence. J'ai instruit le directeur des pêches maritimes de consulter la commission consultative pour recueillir son avis afin qu'on réponde dans un sens ou dans l'autre aux concernés. C'est uniquement ce que nous avons fait. Alors, selon GAIPES quand même, c'est le groupement des armateurs et industriels. Parfois, j'ai envie de dire selon Sénégal. Oui, mais d'accord. Mais voilà. C'est des nationaux. C'est des industriels qui sont dans le domaine de la pêche. Qui devraient être mes premiers partenaires. Oui, mais justement, ils dénoncent les pratiques en cours. Mais lesquelles de façon claire? Parce que je vais vous dire une chose. Oui, mais prenons l'exemple. La sénégalisation du Fuyaniu est considérée par ces organisations comme une entreprise détournée pour permettre aux navires chinois de pêcher en l'absence de coopération avec Pékin dans ce domaine. Ça, c'est précis, par exemple. Le ministre que je suis, si je fais ça, je viole les lois sénégalaises. Membre, pour être précis, le Sénégal a des conventions de pêche avec l'Union européenne. Je l'évacue rapidement. Nous autorisons à cette union de pêcher 10 000 tonnes d'espèces tonidées, largement migratrices et au large que nos pêcheurs n'atteignent pas. C'est un quota que le Sénégal a défini par l'ICCAT, d'accord, une organisation internationale dans laquelle nous avons cette possibilité. Je dis bien 10 000 tonnes de thon et 1 750 tonnes de merlu. Voilà ce que recouvre l'accord que nous avons avec l'Union européenne. Pour que vous appréciez l'importance de ça, la Mauritanie nous donne, 5 fois plus en termes d'autorisation de pêcher dans leurs eaux. Le débat n'est pas là. C'est le Cap-Vert, Guinée-Bissau, c'est Sierra Leone, c'est la Gambie. Voilà les pays avec lesquels nous traitons. Il n'y a pas la Chine. À part ça, c'est des pays africains. Voilà. Il n'y a pas la Chine. Il n'y a pas la Russie, il n'y a pas la Chine. Non, il n'y a pas de convention de ce point de vue. Maintenant, ça là, si je vous dis, vous savez, il n'y a pas le nom de la société, c'est dommage, mais que celui-ci aille acheter son navire en France, que l'autre aille l'acheter au Portugal, que l'autre aille l'acheter en Grèce, ou que une dame ou un autre aille l'acheter en Chine, c'est pas ça la question. Parce qu'au Sénégal, on ne fabrique pas des navires. Je pense que ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Et qu'est-ce qui vous empêche alors de publier
la liste des bénéficiaires de ces licences de pêche, puisque vous êtes dans une procédure transparente. Non, vous savez, nous sommes un État, on a des stratégies, on a des réalités et nous avons des coopérations. Aujourd'hui, nous avons tenu, il y a de cela peut-être une semaine ou un peu plus, une réunion de tous ceux que je viens de vous citer, de tous les ministres chargés des pêches de ces pays, dans la commission sous-régionale. Souvent, j'entends les gens dire que le Sénégal n'a plus de poisson. Le poisson n'a pas de nationalité. Le poisson, ce sont des bancs qui migrent. Ils sont tantôt en Mauritanie, tantôt ils descendent chez nous, tantôt ils sont en Guinée-Bissau, en fonction des courants, etc. Ça, c'est des réalités qui sont là. Donc, nous voulons inscrire notre politique dans cette coopération-là. Nous avons quand même une zone économique exclusive. D'où la requête qui vous est faite de publier la liste des bénéficiaires des licences de pêche. Qu'est-ce qui s'y oppose? Pour vous dire que ce n'est pas un secret, vous l'avez devant vous. Je vous ai dit mais publier là, oui. Attendez, mais je ne suis pas là pour répondre aussi à des injonctions de gens qui ne m'ont pas donné mission. Parce que ceux qui me le demandent aujourd'hui, c'est des gens économiquement, financièrement intéressés. Nous avons des intérêts. Greenpeace Afrique est intéressé. Qui ça? GAIPES et le tous les autres. Oui, le GAIPES est composé de sociétés qui sont les bénéficiaires de ces licences. Et c'est pour leurs intérêts propres qu'ils vous demandent d'être transparents? Est-ce que la transparence ou quelqu'un devrait s'y opposer? Il n'y a pas un secteur dans l'économie du Sénégal où il y a plus de gestion participative, inclusive que la pêche que je connais. D'accord. Qu'est-ce qui s'opposerait aujourd'hui à la publication de la liste des licences de pêche? Rien, mais c'est comme je suis en train de vous dire, nous avons une politique à mener. D'accord. Je n'ai pas terminé en vous parlant de ces réunions que nous avons dans la commission sous-régionale de surveillance, etc., de nos zones communes, parce que nous avons des réalités communes. Dans la convention qui tarde à être signée, nous allons même avoir ce qu'on appelle un registre unique. Donc nous allons vers ça, mais avec méthode, pas suivant les desiderata de quelques-uns. On va partager ces informations, on va avoir un registre unique dans lequel toutes nos différentes flottes seront, etc. Moi, après tout ce débat, qu'est-ce que j'ai instruit? J'ai dit, faites-nous l'audit de ce pavillon, qu'on sache exactement qui fait quoi dans nos mers, qui dispose de quoi, etc. D'accord? Actuellement, nous avons des difficultés, pour vous dire, d'avoir un cabinet compétent qui puisse faire un travail équidistant et un travail très sérieux qui ne pourra être remis en cause par personne. Vous êtes favorable à un audit de ces licences de pêche? Je l'ai instruit. J'ai donné instruction pour qu'il se fasse. Il y a déjà eu des appels à candidature qui sont faits pour cela. Donc, de ce point de vue-là, une fois qu'on instruit un audit, on n'est pas contre une transparence. Question naïve, combien de bateaux sont présents aujourd'hui dans les eaux sénégalaises? J'attendrai cette fin, mais je vous dis, on me parlerait, par exemple, d'une flotte à peu près de 120 unités, alors que vous prenez, ce serait gauche de ma part de citer, mais un pays de cette zone dont je vous parle, donc qui en aurait quasiment dans les 700. Donc ce registre unique, le débat n'est pas sénégalo-sénégalais. Et les gens se trompent en faisant ça et parfois même, ils pourraient nous fragiliser dans ce qu'on est en train de faire. Et pour leur intérêt. Parce que nous, on n'y a pas intérêt. Nous ne sommes pas des armateurs. Moi, je ne vais pas en mer, même si je suis fils de Lébou. Pour l'instant, je ne vais pas en mer. Donc, parfois, en ne se rendant même pas compte, ils nous fragilisent dans ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, il nous faut ce débat sous-régional. Il nous faut une organisation sous-régionale forte qui existe, qui est basée ici à Dakar. Il nous faut travailler ensemble pour la surveillance de nos eaux, pour justement la lutte contre la pêche INN qu'ils dénoncent et qu'il faut combattre avec tous les moyens nécessaires, etc. Donc, il faut que la recherche soit outillée. C'est ce que je suis en train de faire. Et je pense que c'est beaucoup plus important. Mamoudou, je devrais être le meilleur partenaire de tout ce que j'entends parler par rapport aux actes que je suis en train de poser et par rapport à ce que je les entends dire. Vous avez émis des doutes quand même sur la crédibilité de Greenpeace, que vous n'avez pas manqué, qui n'a pas manqué lui-même de répliquer en disant ceci: trouver des lacunes juridiques pour accorder des licences aux navires étrangers. Oui. Bon, aux navires étrangers est contraire à l'éthique. Au lieu de rejeter la faute sur la société civile, les autorités devraient choisir la transparence. Pourquoi Greenpeace ne serait pas crédible? Il y a eu un communiqué fait, parce qu'à un moment donné, j'ai demandé aux gens vraiment de se détourner de ce débat sans queue ni tête et de faire face à une situation particulière. Vous savez, moi, à peine quand même
nommé à ce département, il nous tombe sur la tête quelque chose d'inédit. C'est la Covid-19. Donc il faut revoir toutes nos stratégies, toutes nos façons, nos éléments d'intervention. J'ai dit aux gens de se tourner vers l'essentiel. Mais quand l'opinion est prise à témoin, il est bon de rétablir les choses. Quand on dit contourner, on ne m'a pas dit laquelle, parce que j'imagine qu'ils font référence aux usines de farine de poisson. Oui. Mais sur ces usines de farine de poisson, encore une fois, moi, ce que je dis est clair. Et même en précisant qu'il s'agit de poissons frais. Sur ces usines de farine de poisson, il faut noter, Mamoudou, qu'il n'y a que 5 unités en fonctionnement ici au Sénégal. Actuellement, c'est des dizaines dans les pays qui nous entourent. Parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé que le département avait fait une sorte de séminaire sur la question. Et que la décision qui en était sortie, c'était de geler l'implantation de ces usines. Donc, il n'y a pas d'implantation nouvelle. Ce qu'il y a ici, vous avez Africa Feed à Diamniadio, vous avez Omega Fishing à Joal, vous avez Afrique Azote à Bel-Air, Bellfish à Sandiara et Saint-Louis Production à Saint-Louis. Certaines que j'avais fait arrêter pour imposer les conclusions de ce séminaire, à savoir une mise aux normes de ces structures. Aucune ne peut fonctionner sans cette mise aux normes. Ça, c'est la première considération. La deuxième, l'explication de ces unités. Mamoudou, quand vous avez des unités de traitement, on nous demande quand même de gagner en plus-value ici, localement, de ne pas vendre que du brut. Quand on traite du poisson, en moyenne, on me dit presque 40% devient du déchet. C'est la tête, c'est la queue, c'est les arêtes, c'est tout ça. C'est en moyenne, et tout ce que le poisson a à l'intérieur. C'est en moyenne 40% de déchets. Mais ça, il faut le traiter. Et c'était la justification de l'installation de ces usines. Mais il est vrai que ces usines, aujourd'hui, je dis à tout demandeur que ce n'est pas notre politique. Dieu merci. C'est ce qui est destiné à être jeté qui doit être traité tout à fait. Pour être transformé en farine de poisson. Les déchets oui, mais ici on dit que c'est du poisson frais. Mais affirmer c'est facile. Ce n'est pas le cas. Non, vous avez pris toutes les dispositions pour que cela n'arrive pas. Moi, ministre, aujourd'hui, j'ai fait des écrits au concernant en disant vous n'avez pas le droit de vous attaquer à la production fraîche. Vous parlez tout à l'heure du thiéboudienne. Parce que nous sommes en hivernage. Tout praticien sait qu'en hivernage, on a un problème de déficit de poissons. On a quand même essayé d'apporter des solutions par rapport à ça pour cette période-là. C'était d'ailleurs les différends qu'il y avait entre Guet-Dariens et Mauritaniens par rapport au paiement des licences. Parce que pour cette période, ils ne voulaient pas payer la licence disant qu'ils ne pêchent pas. Pour vous dire, par moment, il y aura d'autres périodes où vous aurez un surplus de production. Ça arrive. Le fleuve de Saint-Louis, pour ceux qui connaissent, de temps en temps, était rempli de poissons qu'on rejetait à la mer. Le pêcheur a tendance à quand même ce surplus, au lieu de le perdre, de le revendre à ses unités. Il n'y a pas de risque que le thiéboudienne disparaisse. Oui, la question est posée parce que ce débat-là, il intervient et c'est ça qui est paradoxal. Au moment où le Sénégal veut inscrire le thiéboudienne dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, il y a un paradoxe. Non, il n'y a pas de paradoxe. Expliquez aux Sénégalais ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez les rassurer? Je rassure autant que je peux parce que vous allez au port de Dakar, vous allez trouver que les gens sont en train de débarquer des quantités importantes de poissons. Ceux qui sont dans la zone franche d'exportation ont l'obligation, c'est vrai, par rapport à leur statut, d'exporter les 80% de leur capture. Mais les autres n'ont pas cette obligation. Mais la plupart exportent dans la sous-région, au Mali jusqu'au Burkina. Donc j'avais demandé, j'ai réuni ces armateurs en leur demandant que dans une période comme ça, et vous savez qu'il y a des problèmes de rareté, je vous demande d'inverser un peu la tendance pour privilégier nos marchés. Mais dans les 24 heures qui ont suivi, un seul armateur, c'est 45 tonnes de poissons qu'il a débarqué au marché de Pikine. Ainsi de suite. Donc, c'est dans cette concertation. Au lieu d'être là en ennemi, à se taper dessus, il y a des problèmes qui se posent à nous, à notre secteur, à notre pays. C'est ensemble que nous devons nous mettre autour de la table. 80% du poisson est exporté. Non, je dis ceux qui sont en zone franche d'exportation. Oui, d'accord. Ils ne sont pas nombreux, Dieu merci, mais sachez qu'aujourd'hui, ceux-là, il y a beaucoup de pratiques. En termes de proportion, qu'est-ce qui reste au pays? En tout cas, il faut l'augmenter. Il faut l'augmenter. Il faut l'augmenter, mais parce que le privé aussi, vous ne pouvez pas, vous comprenez, mais il faut aujourd'hui prendre des dispositions. J'ai interpellé mon collègue des finances, nous allons en discuter pour voir quelle souplesse on pourrait amener, par exemple, dans une telle réglementation. Parce que la pêche industrielle, c'est 15% en moyenne des débarquements. Le reste, c'est la pêche artisanale. Mais je découvre que cette pêche artisanale aussi fournit pas mal d'armateurs, des choses que nous interdisons. Certains nous attaquent en étant eux-mêmes acteurs
de pratiques frauduleuses. C'est là que je voulais en venir. On parlait de la pêche industrielle, vous dites qu'elle représente 15%. Non, oui, les 85%, c'est la pêche artisanale. Je me mets à la place du pêcheur de Soumbédioune ou du côté de Yoff ou de Mbour, de Saint-Louis, tout cet axe, ce littoral-là. Quel discours lui tenir aujourd'hui? Parce que c'est son gagne-pain, cette pêche artisanale. Moi aussi, c'est mon gagne-pain. Oui. Si je considère aujourd'hui, quand on prend les bonnes statistiques, que ce secteur représente 3,2% de notre PIB. Donc c'est important. Il faut absolument qu'on travaille dans la collégialité, dans le partenariat, comme on est en train de le faire. Une émission comme ça, j'aurais bien aimé qu'on la fasse dans le quai de Yoff ou même de Soumbédioune que vous venez de citer, devant ces acteurs. C'est de tenir en compte tout ce que l'État est en train de faire. L'État supporte énormément ce secteur, Mahmoud. Là, j'ai relancé par exemple, imaginez que ce pêcheur artisan, quand il va en mer, son moteur, l'État l'a subventionné à 1 million de francs CFA. Son carburant, l'État l'a subventionné. Sa sécurité, les gilets qu'il porte, l'État le cède aujourd'hui à 2500 francs. Vous savez ce que c'est? C'est une subvention énorme. Nous faisons pas mal d'investissements dans sa sécurité aujourd'hui. J'entends des gens dire nos côtes, en tout cas notre zone économique n'est pas surveillée. Ils se trompent énormément. Peu de gens aujourd'hui se risquent quasiment à venir dans nos eaux pour faire des actes qui ne sont pas conformes à notre législation. Parce que ça leur coûte très cher. Nous avons renforcé cette législation et l'avons rendue beaucoup plus sévère. Imaginez ces navires dont vous parlez, s'ils sont coupables de pêche INN chez nous et qu'on les chope, mais c'est de 500 millions à 1 milliard et quelques de pénalités. Bon, moi j'entends souvent des gens hurler, alors que je les ai dans mes statistiques de gens qui ont payé beaucoup de millions à l'État du Sénégal pour justement cette pêche INN qu'ils dénoncent. Donc ce pêcheur artisan aujourd'hui, ce que je dis, c'est que nul ne connaît mieux que lui la mer. Ça c'est une chose. Dieu merci. Parce que vous allez dans tous les pays de la sous-région, ce sont nos pêcheurs que vous trouvez là-bas. L'État aujourd'hui veut accompagner pour justement donner plus de sécurité et de stabilité à leurs pirogues. L'État a presque institutionnalisé la cogestion. Imaginez bien, Mamoudou, que nos quais de pêche que nous construisons, nous les remettons à ces acteurs pour qu'ils les gèrent dans leur intérêt. Les CLPA, c'est dans ce secteur que ça existe. Qui ont aujourd'hui, moi quand je suis arrivé, on me parle de certaines difficultés, eux-mêmes devraient témoigner que ces difficultés sont en train de sauter les unes après les autres. Pour moi, ce pêcheur, en tout cas, il est assis sur une ressource nationale. Nous faisons en sorte de faire que la pêche industrielle impacte moins sur eux. Malheureusement, il y a la loi, parce que certains aujourd'hui nous parlent de la pêche étrangère, mais ce sont nos armateurs qui sont ici, qui pêchent dans les 6 miles. Forcément, ils rencontrent nos pêcheurs, d'accord? Mais quand la loi vous le permet de le faire, il faut qu'on discute pour voir comment aménager cela. Je vous donne un dernier exemple pour que vous compreniez. Pour terminer. Récemment, vous avez entendu dire que des Chinois ont brûlé un Sénégalais. Oui. Mais tout de suite, mes services, qu'est-ce qu'ils me répondent? Mais c'est un armement sénégalais qui est propriétaire de ce bateau. Aujourd'hui, avec cet armement sénégalais, un patron sénégalais qui a fait les arrangements avec la famille du concerné à Mbour. Qui est ce patron? Non, vous savez, moi je gère un secteur, mais aujourd'hui, nous, on a fait des communiqués pour dire ces choses, comment ça s'est passé. J'ai, moi, Mamadou, des photos d'un Chinois, parce que dans ces... Nous, on a plus de 2000 marins dans des bateaux, un peu partout, qui sont formés ici, nos jeunes pêcheurs, formés. Quand un bateau industriel détruit vos filets et qu'il y a des heurts physiques, ça veut dire que quelque part, il y a eu abordage. Il y a des blessés de part et d'autre. Mais ça, ce n'est pas important. Mais c'est de dire, ne jouons pas sur l'amalgame et ne stigmatisons pas. Ne prenons pas une origine, un pays qui a comment dirais-je, une relation très serrée de partenariat avec le Sénégal pour les stigmatiser. Alors, quand est-ce que le Sénégal va adhérer à l'initiative Fisheries Transparency Initiative, FITI? Vous faites référence à mon ami, comment il s'appelle? Oui, Birahim Seck du Forum Civil. Il faut qu'il vienne là, comme ça il va travailler dans notre département. Parce que... Mais tout ça, vous savez, c'est tout un processus. Le Sénégal, c'est tout un... C'est un engagement que le président de la République avait quand même pris. Savez, où est-ce que vous en êtes concrètement? Non, c'est un processus. Je ne pourrais pas le développer là. Mais aujourd'hui, moi, déjà, dans la sous-région, dans nos zones économiques,
Birahim comprendra que si nous arrivons à travailler ensemble, à mutualiser nos efforts pour la surveillance, pour la lutte contre la pêche INN, nous arrivons à partager le même registre de toute notre flotte. Parce que refuser quelque chose au Sénégal et que les gens aillent, comme l'exemple que je vous ai donné, le contourner dans un pays de la sous-région, c'est un peu l'épée dans l'eau. Donc il faut que nous travaillions ensemble. Quand on arrivera à faire ça, tout ça deviendra, je dirais, évident. Ce sera des évidences. Mais aujourd'hui, nous sommes pris par vraiment la nécessité de mutualiser nos efforts dans la recherche, dans la surveillance et dans la lutte ardue contre cette pêche INN. Le Sénégal va quand même adhérer au FITI. Je ne suis pas le chef de l'État. Comme c'est le cas de l'ITIE dans le domaine minier. Oui. Mais si c'est un engagement du chef de l'État, il sera concrétisé. Moi, ça, j'en oui, que fait le ministre pour le réaliser? Mais le président de la République peut parler, mais c'est au ministre de... Je suis d'accord avec vous, mais le ministre, comme je vous dis, à peine arrivé, il a été cueilli par quelque chose qui est une difficulté mondiale. Le FITI n'est pas pour le moment votre priorité? Non, je ne pourrais pas le dire ainsi, mais je dis aujourd'hui, ma priorité, Mamadou, c'est vraiment, que mes pêcheurs s'en sortent, industriels comme artisanales, qu'elles soient maritimes comme continentales, que je continue à faire en sorte que la pêche contribue si fortement à l'équilibre alimentaire au Sénégal. 70% de nos apports en protéines animales viennent de la pêche, ça c'est très important. Que je fasse en sorte que les Sénégalais, ce que combat, l'inéquité que combat le président de la République dans tous les secteurs, qu'il s'agisse d'infrastructures ou d'alimentation et autres, dans l'agriculture, que ça soit une réalité, c'est-à-dire que mon parent qui est à Kédougou ou mon parent qui est à Matam puisse accéder à ces ressources halieutiques comme celui qui est à Dakar, etc., etc. Jury du dimanche, iRadio ITV, Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'économie maritime. Le marché aux poissons de Kaolack, cette semaine, on en a beaucoup parlé. Une usine de glace en panne, vétusté. Voilà, les pensionnaires disent même que ce marché doit être fermé. Toutes ces questions sont vraiment adressées avec beaucoup de rigueur. Ce marché aujourd'hui, sachez bien que nous, on nomme des directeurs de marché pour 2 marchés au Sénégal. C'est celui de Pikine, où on a nommé le directeur, et c'est celui de Tamba, où je viens de nommer le directeur. Il n'est même pas allé, parce que j'ai ouvert ce marché il n'y a pas longtemps. Les autres, on l'a un peu remis aux acteurs, et aux communautés territoriales et aux acteurs. Donc il faut qu'on analyse tout ça, parce que le but vraiment, quand l'État fait ce genre d'investissement, c'est qu'il soit fonctionnel et qu'il soit utile économiquement et qu'il assure la stabilité sociale. Et pour le marché de Kaolack, la solution préconisée, c'est quoi? J'irai les voir, j'irai rendre visite à Kaolack, j'écoute les acteurs, les différents, comme on a toujours fait, et j'appuierai les solutions de sortie de crise et de développement de ce marché. Et que l'État nomme directement les directeurs des marchés? Pas forcément, parce qu'il y a des vécus, mais quand même, on a vu que on est beaucoup plus présent et on suit mieux les directives quand c'est le cas, que plutôt des acteurs qui ont parfois des intérêts divergents. Vous savez, le pêcheur peut avoir un intérêt divergent avec l'armateur ou avec l'écailleuse. Et il est bon qu'il y ait parfois une autorité équidistante de ça et qui s'occupe aussi de la gestion du patrimoine, de la gestion de la salubrité, de l'hygiène. Ça, c'est important aussi. Alioune Ndoye, vous êtes militant du Parti socialiste. Le Parti socialiste et les licences de pêche chinoises, on ne peut pas ne pas en parler. Une affaire de ce genre avait défrayé la chronique au tout début de la perte du pouvoir par le PS, et une procédure judiciaire avait même été ouverte. Y a-t-il un lien entre le passé et le présent pour le ministre de la Pêche que vous êtes sur ces histoires de licences de pêche chinoises? J'imagine que là, vous me taquinez un peu. Comment peut-il y avoir une licence comme si nous venions dans le gouvernement du président Macky Sall pour appliquer une politique autre que celle qu'il a définie? Ce n'est pas logique déjà. Ensuite, je dis, en ce qui me concerne, je vois toute une cabale montée, faite que d'amalgame. Encore une fois, Mamadou, on a dit... Qui a monté une cabale contre ceux qui affirment des choses qui ne sont pas conformes. Greenpeace a monté une cabale contre vous, le GAIPES a monté une cabale contre vous. Quand le GAIPES a fait ses lettres et qu'ils ont mis en place une coalition, Greenpeace était signataire de tout ce qu'ils ont dit. C'était au mois d'avril-mai. Et c'est la même chose que Greenpeace dit au mois d'octobre. Donc pour moi, il s'agit de la même chose.
Mais de quoi il s'agissait? On m'a accusé. Il est avéré que rien de cela n'est fondé. Je vais vous expliquer l'histoire du Fouaniou pour que les Sénégalais comprennent. Vous savez, quand Mamoudou est armateur et demande des licences, parce qu'il y avait à l'époque 12 sociétés sénégalaises qui demandaient des licences. Celle-ci 10, celle-ci 6, celle-ci... Voilà, chacune avec ce qu'elle avait demandé. Et dans une des structures qui s'appelait, je crois, Univers Pêche, il y avait un des navires qui s'appelait Fouaniou, machin, etc. Parce que, et si j'appelle les acteurs pour qu'ils me donnent plus de crédit, qu'ils aillent lire les rapports des commissions consultatives précédentes, ils verront qu'il y a eu des refus adressés à des demandes parce que simplement les demandeurs avaient mis dedans des navires qui étaient déjà exploités par d'autres. Donc cette société avait mis un navire déjà exploité par quelqu'un d'autre dans la flotte qu'il demandait. Cette société a connu un refus, mais on a sorti ça en pensant que c'est parmi ces 56 que moi j'ai donné des licences nouvelles. Donc je les rassure, je dis encore une fois, nous sommes des partenaires. Quand je dis partenaires, on nous a confié un secteur composé d'acteurs. Il n'est pas logique de penser que nous venons combattre ces acteurs. Notre réussite à nous, c'est la réussite de ces acteurs. Il n'y a pas d'affaire de licence chinoise aujourd'hui comme par le passé. Mais même dans le passé, je ne pense pas. Même dans le passé, je ne pense pas de ce que j'ai vu. Oui. Je ne pense pas. Maintenant, l'amalgame est facile. Pourquoi on n'a pas parlé de licence grecque ou de licence espagnole? Parce qu'ici, il y a des structures. Parmi ceux qui m'attaquent, il y en a qui ont plusieurs armements, qui ont des dizaines de bateaux. Tous ces bateaux sont d'origine généralement européenne et autres. S'agit-il de stigmatiser la Chine? Attention. Le Sénégal, troisième pays au monde où le chômage est le plus élevé selon l'OIT, avec 48%. Notre pays vient juste après le Burkina Faso, 77%, et la Syrie, 50%. Vous êtes membre du gouvernement. Vous y croyez, vous n'y croyez pas? Non. Ah oui, pourquoi? Du tout. Et quels sont vos éléments? Simplement parce que je sais qu'à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie au Sénégal, oui, c'est des professionnels qui y sont. Et toute notre économie, généralement, on se base sur les données de ces messieurs. Et eux, ils parlent de 16%, 16 et quelques %. Parce que la définition du chômage... Le taux de chômage. Il faut bien voir. 16%. Donc sauf vous erreur de ma contestez part. Les 48%. Non, je dis, nous ne pouvons pas être, nous, oui, troisième au monde pour cette question. Quand on a bougé, quand on a voyagé, quand on connaît un minimum quand même ce qui nous entoure, etc. Mahmoud, il y a des choses, je pense que c'est un problème de logique. Et pourtant, le Sénégal s'est réjoui récemment quand un rapport a dit que le Sénégal était le deuxième pays derrière la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Pourquoi ce classement... Est-ce que vous pouvez le contester? Pourquoi ce classement vous devrez vous frustrer? Non, ça ne me frustre pas. C'est quand même l'OIT. Ça ne me frustre pas. Je dis que je n'y crois pas. Je lui accorde peut-être pas l'Organisation internationale du travail. Oui, en tout cas, cette donnée-là, oui, si c'est eux, parce qu'il faut bien voir, moi je fais bien attention maintenant les signatures. Oui. Si c'est bien eux, je ne lui donne pas le crédit que d'autres voudraient lui donner. Quand vous dites qu'on est deuxième dans la lutte contre la Covid-19, oui, mais je suis désolé Mamoudou, aujourd'hui des pays européens sont en train de singer ce que nous avons fait. Oui. Et les faits montrent. Tout le monde prédisait la catastrophe dans nos pays. Les plus grandes organisations, justement, vous avez parlé de l'OIT. Vous avez parlé de l'OIT, je vous parle de l'OMS. Prédisaient des millions et des millions de morts. D'accord, on est bien d'accord de ce point de vue dans le cadre de la Covid. Maintenant, parlons du chômage. Oui, le chômage, Mamoudou, il est important chez nous. Comme il est important, je vous dis, il y a des pays qui ont un nombre de chômage qui quasiment avoisine notre population. Ici, en tout cas, dans le rapport dont il est question, on parle de 7 millions de chômeurs. Mahmoud, aujourd'hui, nous devons revoir beaucoup de choses comme on les calcule. Aujourd'hui, même nos indicateurs macroéconomiques, on doit les revoir. Est-ce que nous valorisons dans nos créations de richesses tout ce qui se fait au Sénégal? On a parlé de la pêche. Justement, quel est l'apport du secteur de la pêche dans la lutte contre le chômage au moment où l'immigration clandestine a repris avec des pêcheurs qui prennent des risques du fait justement du phénomène de la surpêche? Oui, ça aussi c'est facile. J'ai vu ces images. Vous êtes interpellé aujourd'hui en tant que ministre des Pêches. C'est facile, j'ai vu ces images qui sont fort regrettables. Oui. On va dire que ce sont des pêcheurs parce que c'est des pirogues de pêche sénégalaises. Comme j'ai dit tout à l'heure, conduits par d'excellents marins qui sont nos pêcheurs, d'excellents marins. Mais à dire que c'est 1000 et quelques, on parle de 1000 et quelques, je suis déjà dubitatif. Seraient des pêcheurs, nous l'aurions senti dans nos quais de pêche. Je ne le crois pas.
Qu'il y en ait, je ne peux le contester. Mais dire qu'il s'agit de pêcheurs, ça, je pense que c'est aller vite en besogne. Vous êtes dans la négation, mais quel est l'apport pas dans du la secteur négation, de la je pêche? suis dans l'inconnu. Dans la lutte contre le chômage, quel est l'apport de la pêche? Aujourd'hui, Mamoudou, moi j'ai trouvé des statistiques qui sont un peu vieilles. J'ai demandé quand même qu'on trouve les moyens de réactualiser ça. Mais en gros, on parle de 600 000 acteurs dans la pêche. Les acteurs avec qui je discute me parlent de quasiment le double. Si la pêche mobilise autant d'acteurs, déjà, je vous donne une idée de sa contribution dans la lutte contre le chômage. Le port de Ndayane, le DG du port parle de 3 000 milliards pour réaliser ce projet. Pourquoi ce port doit être réalisé à Ndayane? Le port du futur devait être réalisé dans l'enceinte du port actuel. À un moment donné, les autorités ont estimé que, du fait aussi de la concurrence, nous sommes entourés de ports qui sont en train de connaître des développements et qui font énormément concurrence au port de Dakar. Il est nécessaire de faire certains investissements. Parce que celui qui fait venir son conteneur, lui, c'est son coût de sortie qui l'intéresse. Combien lui coûte, si je prends par exemple le commerçant malien, combien lui coûte son conteneur de 40 pieds s'il passe par le port de Dakar, et combien ça lui coûte s'il passe par Tema ou s'il passe par Abidjan, etc. Le port du futur est censé faire de nous un hub de ce point de vue-là. Parce que nous avons, Dieu merci, une position idéale. Envers Dakar, sauf erreur, je crois que c'est 4 jours. Il faut en rajouter 2 ou 3 jours pour le port suivant, etc. Donc nous avons des avantages. C'est-à-dire c'est le premier port que vous touchez quand vous quittez les États-Unis ou en tout cas l'Europe. C'est le dernier que vous touchez quand vous remontez vers ces destinations-là. Donc le port de Ndayane est censé être un port qui demain va nous permettre de recevoir de gros navires avec des tirants d'air de moins 18 mètres. Donc fera de nous véritablement un hub de ce point de vue-là. Et ça, c'est très important. C'est maintenu, il va être réalisé, même si l'Association pour la défense, la protection et la sauvegarde écologique du site de Ndunguman et alentour a déposé une plainte contre les directeurs du port de Dakar, des impôts et des domaines, de DP World. Prochaine audience d'ailleurs le 22 octobre après celle du 8 octobre au tribunal de Mbour. Et quelle est la position du ministre que vous êtes? Ce port va être réalisé malgré tout? Le port de Ndayane est un projet important pour le gouvernement du Sénégal, qui se fait sur des surfaces dans un domaine portuaire appartenant à l'État. S'il y a des hectares ou des surfaces à prendre, la loi dit ce que nous devons faire, et je pense que c'est prévu. Donc de ce point de vue-là, je n'ai pas, moi, en tout cas le contenu de cette plainte, mais on est au Sénégal, on a une excellente justice. Si les gens s'estiment lésés, ben, ils font comme ceux-là, ils vont devant la loi. Mais je dis encore une fois, il s'agit de se projeter dans l'avenir. C'est un port qui va faire vivre toute cette zone du point de vue économique, mais même le Sénégal. Parce que mais eux, ils pensent que ça va tuer aussi énormément de choses. Quoi? Ça va tuer quoi aujourd'hui? En donnant l'exemple des baleines qui viennent mettre bas sur les plages. Bon, tout ça, je découvre. Mais je dis encore une fois... entre autres, oui. Il y a également l'enjeu des terres, vous savez, l'enjeu foncier. Oui. Oui, mais de ce point de vue, encore une fois, l'État ne fera rien contre ses citoyens. Mais ça, c'est un projet important pour le Sénégal et pour l'économie du Sénégal, que nous avons reçu instruction de finaliser, et nous y travaillons durement pour finaliser cela, parce que sinon, Dakar va être à la traîne de ce point de vue-là, parce que tous nos voisins sont en train de faire des investissements immenses pour justement... C'est une lutte économique qui est là. Il ne faudrait pas qu'on croise les bras pour que demain aussi on nous le reproche. Donc une association, une organisation n'est pas contente, et là, en tout cas, c'est ce qu'elle reproche aux gens. C'est à analyser, à voir s'ils ont des éléments de droit bafoués, ils seront rétablis dans le droit. Mais l'État du Sénégal, quand même, généralement, le domaine portuaire lui appartient. Maintient ce projet du port de Ndayane. Ça, je le confirme. Venons-en aux questions purement politiques. Notre invité... Les moins intéressantes. Probablement, puisque c'est un homme politique qui le dit, ben on verra si elles sont moins intéressantes. Le jury du dimanche avec Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'économie maritime. Il est également membre du secrétariat exécutif du Parti socialiste et du bureau politique de ce parti anciennement au pouvoir, aujourd'hui compagnon de route du président Macky Sall.
Débat sur le troisième mandat. Quelle est la position de votre parti définitivement sur cette question? Ce parti n'a jamais discuté de cette question au moment où je vous parle. Donc je ne peux pas, à mon niveau de responsabilité, évoquer une question comme ça en parlant de mon parti, en disant c'est la position de mon parti. Maintenant, si vous revenez à ma personne, parce que je sais que c'est là où vous allez aller, là aussi je vais être très clair, Mamoudou. Nous sommes en 2020. Nous voulons instruire tous nos débats, nos échanges, notre énergie dans ce pays, alors que nous avons nous sommes confrontés à des défis majeurs dans un débat concernant une question qui viendra en 2024, 4 ans avant. Et moi, j'avais un responsable, que Dieu ait pitié de son âme, que je salue sa famille et que j'appréciais beaucoup parce que c'est avec lui que j'ai eu tout mon cheminement politique que j'ai eu jusqu'à ce qu'il quitte ce bas monde, qui est le président Ousmane Tanor Dieng. Il nous disait régulièrement que Sokhladou Amrak. Il y a des choses qui sont devant nous. Il y a un ordre de priorité. Que nous devons traiter. Oui. Et ensuite, je ne me débine pas, je suis membre d'un gouvernement. Oui. Avoir la chance d'être au plus haut point de ce gouvernement en termes d'appartenance, qui est quand même le gouvernement du Sénégal, et membre d'une coalition, Benno Bokk Yakaar. Nous avons dépassé beaucoup d'échéances, nous avons réaffirmé notre posture dans cette coalition en tant que parti et en tant que justement porteur de la ligne de notre parti. Le président de cette coalition, le chef de l'État, donc responsable du gouvernement, Oui. a instruit ses cadres, ses responsables, etc., de s'attacher aux priorités essentielles des Sénégalais. Oui, mais D'aller justement, fast-track et de ne plus s'inscrire dans des débats. justement, ce débat est entretenu au sein même de la coalition au pouvoir, Non, du parti au pouvoir. On entend des ministres en parler, des députés en parler, des directeurs généraux en parler. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas entendu cela. Non, Mahmoud, Quelle réflexion et quel commentaire cela vous inspire vous m'avez posé sur le troisième mandat? Vous m'avez posé la question Oui, à moi. oui, c'est pour ça que je veux avoir le fond de votre pensée. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Pour moi, c'est un piège de nous détourner de nos missions pour nous mettre dans un débat qui viendra sur la table d'ici 3-4 ans. Quand même, je veux que les gens revoient cette question. Est-ce que c'est ça la priorité du Sénégal lambda, de savoir est-ce qu'il y aura un troisième mandat ou pas? Justement, est-ce que Moi, le troisième mandat... Oui, Si je reviens à ma personne, oui, je suis maire. Les locales auraient dû se tenir. d'accord. Ces politiques, justement, toujours, sont en train de discuter, ne se mettent pas d'accord. On est en train de les reprocher, on le met sur notre responsabilité. Alors que moi, je suis prêt à aller aux élections demain. Oui, Moi, on j'ai va- 2 mandats. Oui, Si ma population me fait confiance, si ceux qui vont avec moi me font confiance, si les principaux décideurs du plateau me font confiance, parce que je vais aller d'abord les consulter, oui. mais je serai candidat à un 3e mandat. Ah oui. Parce que ça, c'est une question qui est là, sur la table. Ah oui, vous Elle n'est annoncez votre candidature pour briguer encore la mairie de Dakar Plateau aux prochaines élections locales. Je suis clair de ce point de vue. C'est pourquoi je dis quand... Vous êtes candidat. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Très bien. Et logique pour logique, vous ne serez pas opposé à ce qu'un président de la République sollicite un 3e mandat? Non, au moment venu. Moi, je ne veux pas... Parce qu'aujourd'hui, on dira un cadre PS à parler. Oui, mais je vous pose la question. Non, moi, je vous dis, je viens de vous répondre. Vous dites que vous solliciterez un 3e mandat Parce pour que la les question élections est sur locales. la table. Est-ce que la même logique vaudrait pour l'élection Je présidentielle? dis parce que la question est sur la table. Oui. Ma logique actuelle, Oui. c'est d'être discipliné et de respecter aussi bien ce que fait mon parti que ce que fait le patron de la coalition dans laquelle je suis et le chef du gouvernement. Le président Macky Je Sall suis focus sur ma mission, mes 2 missions, Oui. pour les réussir. Le président Sall a-t-il droit à un 3e mandat de votre point de vue? Je ne suis pas juriste, je n'y répondrai pas pour l'instant. Je fais comme lui. Ce n'est pas un débat du moment. Est-ce que le 3e mandat pourrait être le plafond de verre dans votre compagnonnage avec le président Macky Sall? C'est-à-dire de dire en 2024, notre compagnonnage s'arrête là. Est-ce que Mamadou Alioune Ndoye aujourd'hui a la posture de décider pour le Parti socialiste? Non, vous êtes un responsable, quand même, vous êtes membre Je du vous ai dit secrétariat exécutif je vous ai du dit au Parti départ de la socialiste. discussion que ce débat n'a pas eu lieu dans nos, Oui. dans nos rangs. Oui. Attendez qu'il ait lieu. En ce moment, on se prononcera.
Troisième mandat, malheureusement, on n'en sort pas. On a accusé le député Aliou Dembourou Sow, militant de l'APR, de faire l'apologie de la violence en parlant de... Voilà, je pense que c'est plutôt ça l'accusation. En parlant de coupe-coupe qu'il faudrait sortir quand ce débat-là sera posé par rapport au troisième mandat. Quelle est la position? Je pense que c'est plutôt cet appel à la violence, ou vu comme ça, qui lui est reproché. Oui. S'il avait parlé du troisième mandat, lui, avec ce truc, je pense pas que ça aurait fait débat. Vous en pensez quoi? Je fustige cela. Nous sommes un pays, on parle souvent d'un peuple une fois, nous sommes un peuple, nous sommes un et indivisible. Donc on ne peut pas faire référence à des questions comme ça. Au Sénégal, nous ne pouvons pas naïvement encourager ce qui a quasiment détruit d'autres pays. Vous vous souvenez de la radio des 1000 collines, etc. Il y a des discours qu'il faut tuer dans l'œuf. Oui. Est-ce que cela doit s'arrêter à des pétitions de principe, à des condamnations? Faudrait-il envisager des sanctions contre Aliou Dembourou Sow, comme le réclament certains? Il fait partie d'instances, c'est à ces instances d'apprécier. Moi, aujourd'hui, je le condamne en tant que citoyen, le citoyen que je suis, oui. Mais je ne partage pas, on n'est ni dans le même parti, oui. Je ne suis pas à l'Assemblée nationale, etc. Il est quand même député. C'est ce que je dis. Alors, oui. Donc, dans ces instances, quand vous parlez de sanctions, encore oui. Faut-il être en posture de pouvoir sanctionner. Moi, aujourd'hui, c'est par la parole, je donne ma position. Je dis, oui. C'est regrettable oui. Et c'est à refuser, à éviter dans notre pays. Ces instances, c'est aussi la justice. Oui, mais ils doivent la saisir. Est-ce que je suis habilité à... Il y a des citoyens qui ont déposé une plainte. Oui, mais donc ce sera traité. Je pense que vraiment, moi j'inviterai mes concitoyens. Nous sommes tellement interpellés en tant que jeune nation. Vous avez parlé tout à l'heure en nous comparant à des gens... nous sommes une jeune nation. Nous avons une population extrêmement jeune, confrontée à énormément de difficultés du fait qu'aujourd'hui nous sommes un pays sous-développé. Notre président se bat sur des questions qui demandent une adhésion, aussi bien de sa population, mais également de ses compères et de l'Afrique, telles que des questions qui portent sur la dette et autres, parce que c'est des choses qui aujourd'hui enferment notre élan de développement. Donc ces questions sont beaucoup plus importantes, Mamoudou, que le fait que Alioune Ndoye aille dans sa petite réunion politique dire certaines choses. C'est à condamner, à freiner, à tuer dans l'œuf. Et je ne pense pas que ce monsieur aura répété cela. Je ne le crois pas. S'il est, en tout cas, équilibré, et je ne le connais pas. Moi, oui, mais sauf qu'il dit qu'il maintient ses propos. Ah, mais en ce moment, il faut qu'il fasse... pour moi, personnellement, j'aurais fait amende honorable. Tout de suite. Parce que ce n'est pas défendable dans le Sénégal en 2020. Vous l'invitez à présenter ses excuses. Oui, maintenant je ne veux pas vraiment aller plus loin sur cette question. On n'est ni du même département, mais comme vous dites, c'est un député de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, de ce point de vue, il y a des choses, il n'y a pas droit. On ne peut pas le dire. L'Assemblée n'a pas le droit de se taire sur cette affaire. Je pense que l'Assemblée devrait se prononcer, si elle ne l'a pas déjà fait. Non, on ne l'a pas entendu. Bon, je pense que si ce n'est pas le cas, elle devrait le faire, je pense. Je vous donne mon opinion. Très bien. Alors, les élections locales qui pourraient peut-être avoir lieu en 2021, puisqu'on parle d'un budget de 7 milliards qui est inscrit dans le projet. Vous êtes prêt? Vous dites que vous êtes candidat à la mairie de Dakar Plateau. Je pourrais ne pas l'être, Mahmoud, à une condition. Oui, si je vais voir... parce qu'au Plateau, quand même, nous ne sommes pas n'importe quelle commune. Oui. Si je vais voir les décideurs, c'est-à-dire ceux qui représentent beaucoup la population, ne serait-ce que mes compagnons, s'ils estimaient qu'il ne faut pas, mais je suis en train de leur dire que je ne me débinerai pas. Mais si c'est nécessaire, je n'avais jamais imaginé avant d'être maire postuler pour ça, ce n'était pas mon souci. Aujourd'hui, face à une telle responsabilité, par rapport à tout ce que nous avons fait dans le plateau, et où on veut continuer à mener le plateau, je ne me débinerai pas avec mes camarades. Babacar Frankiba, justement, qui dit, ne risquez-vous pas de perdre votre mandat de maire? Cette question trouve son sens dans le fait que de nouveaux leaders au sein de la mouvance présidentielle, tels que Sadio Keïta, c'est lui qui est le Sud, actuel DG du CICES, entre autres, ont repris du poil de la bête, sans compter le fait que vous n'êtes plus avec Khalifa Sall. J'ai été élu maire en 2009, Mamoudou, sur la liste Benno Siggil Sénégal. Oui. Benno Siggil Sénégal, en 2009, pour la ville de Dakar, avait deux listes. Ce qu'on appelle la liste proportionnelle, qui se battait pour gagner la ville de Dakar, dirigée par Khalifa Sall, et la liste majoritaire qui était constituée de ceux qui étaient élus dans les 19 communes d'arrondissement.
Mahmoud, en 2009, je n'étais pas membre, ni titulaire, ni suppléant de cette fameuse liste proportionnelle qui se battait pour la ville de Dakar. Dieu merci, mes parents, mes amis, mes concitoyens du plateau ont fait de moi un maire. Ça, il faut revenir déjà à cela. C'est très important. Maintenant, dans la politique, c'est du challenge. Moi, ça me passionne. S'il y a des gens qui prennent du poil de la bête ou qui en perdent, nous verrons bien au moment venu. Quel est votre bilan à Dakar Plateau pour prétendre être candidat d'ailleurs à un troisième mandat? On a le temps d'en parler? Non, on n'a plus le temps. Ah, mais dans ce cas, je vais pas dans ce cas, je ne vais pas l'escamoter. Mais je dis simplement que je me limite à ça, peut-être puisqu'on n'a pas le temps. Entre la commune dont j'ai hérité en 2009 avec un budget de 1,1 milliard et la commune que j'ai en 2020 avec un budget de près de 12 milliards, c'est 11 milliards et quelques. La commune de 2009 qui avait 5 millions de trésorerie, 477 millions de dettes, et la commune que j'ai aujourd'hui qui est au moment, à l'instant où je vous parle, à plus de 12 milliards 600 de trésorerie. Et cette commune qui ose aujourd'hui embrasser des investissements majeurs tels que la construction du marché de Sandaga que nous allons faire en tant que commune, je pense qu'il n'y a pas photo. Dakar, c'est aussi cette affaire de terrain de Terme Sud. 69 à 79 familles d'anciens soldats ont été délogées. L'État a confié cette assiette foncière à l'armée, mais d'autres personnalités responsables politiques pensent qu'en réalité, c'est une manœuvre qu'il serait prévu la réalisation de 3200 appartements privés sur ce site. Sortie cette semaine du général Mamadou Mansour Seck, ancien SEMGA, il ne faut pas qu'on politise cette affaire. En 10 secondes, Terme Sud. Je suis d'accord avec lui. L'armée est une institution à respecter dans notre pays, assez particulier. Maintenant, comme tout fonctionnaire ou militaire dans les rangs ou hors rang, une maison de fonction reste une maison de fonction. Elle est liée à la fonction. Quand la fonction n'est plus là, on quitte pour que ses remplaçants puissent aussi habiter. Si je schématise. Maintenant, que l'État ait une politique pour valoriser son patrimoine, j'appuie, si j'avais 4 mains, j'appuierais et j'applaudirais avec mes 4 mains. Ça, c'est nécessaire. Aujourd'hui, on nous parle souvent de ce bâtiment classé. On ne peut pas laisser tout notre patrimoine aller en ruine jusqu'à redevenir un simple terrain sans réagir. Donc, il faut l'analyser sous cet angle-là. Maintenant, il y a eu, socialement, c'était difficile. Je salue la réaction du président de la République. J'ai assisté au moment où il disait ça. C'est au niveau social, c'est son cœur qui a parlé. Il dit, je vais aider ces familles-là, donnez-moi le nombre de familles, je les aide à retrouver un toit. Et ça, c'est à saluer et on passe à autre chose. Merci Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'économie maritime, responsable au Parti socialiste. Jury du dimanche, présenté par Mahmoud Ibra Kane à la technique, Laye Ndoye, Iba Marsen et tous les techniciens qui ont participé à la réalisation de cette émission. Imedia.sn vous en fera le compte rendu avec Aliou Diouf, photo Pape Doudou Diallo, réseaux sociaux Biram Pouy, Mamadou Diagne. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.